La vidéo d'aujourd'hui s'adresse à toi si tu as tendance à t'attacher trop rapidement, à te sentir débalancé émotionnellement quand tu dates, à obséder quand tu rencontres quelqu'un, à t'attendre à développer une connexion hyper profonde aussitôt que tu couches avec une personne, à avoir peur de perdre l'autre même quand tu le connais pas, à rester dans une relation même quand t'es pas bien ou à avoir d'autres comportements qui pourraient ressembler à ça. Je veux juste commencer par dire qu'il n'y a rien de mal dans tout ça, OK? Souvent, c'est des comportements qu'on a développés suite à un manque ou un trauma dans le passé. Puis, on parle souvent, dans ce cas-ci, de carence affective ou encore d'avoir vécu un type d'abandon marquant. En gros, on a développé des mécanismes pour se protéger, on a soit besoin de l'autre pour se sentir en sécurité, ou au contraire, on évite les situations où on se sent vulnérable pour éviter de revivre un trauma. Tout ça fait en sorte qu'on prend pas nécessairement les meilleures décisions quand on s'attache. On fait des compromis sur ce qui est important pour nous à la base, on reste quand on devrait quitter, on quitte quand on devrait rester, on sabote, on communique tout croche ou pas pantoute. On se laisse aveugler par ce que nos peurs nous ont appris, puis on oublie souvent de s'écouter, puis de se respecter là-dedans. Selon ce que j'ai vu, il existe 4 types principaux d'attachement. L'attachement sécure, l'attachement évitant craintif, l'attachement anxieux fusionnel, l'attachement désorganisé chaotique. Maintenant, il y a plusieurs niveaux, puis il y a certains troubles qui sont reliés à ça, puis selon moi, c'est jamais noir ou blanc. Tu peux te sentir sécure par moment, puis hyper vulnérable quand une situation particulière se présente. Puis peu importe que ce soit une fois de temps en temps ou tout le temps, je sais à quel point ça peut être dur de vivre avec ça. Puis aujourd'hui, je vais surtout m'adresser à ceux et celles qui souffrent du type d'attachement anxieux. Je vais focusser sur ce type-là parce que c'est en partie mon type d'attachement, puis que je sens vraiment que c'est en partageant mes propres expériences que je peux le plus aider. Être anxieux en amour, ça veut dire avoir besoin d'une grande proximité pour être rassuré et réconforté. C'est avoir besoin de sentir le soutien physique et psychique d'une personne pour diminuer son anxiété. Pourquoi? Parce qu'enfant, les parents n'étaient pas présents ou s'ils l'étaient physiquement, grandes sont les chances qu'ils ne l'étaient pas émotionnellement. Fait que rendu à l'âge adulte, toute distanciation avec ceux qui comptent est vécue comme difficile, voire même impossible dans certains cas. Selon mon expérience, je trouve ça encore pire en tant que femme ou personne émotionnelle. Puis là, sans vouloir être sexiste, puis je sais que ça va sûrement l'être, puis peut-être que ça l'est, mais je trouve qu'on cherche pas la même chose que les hommes en général. Tu sais, je me rappelle quand j'étais sur les apps de rencontre, je voyais souvent les hommes qui écrivaient dans leur profil « cherche quelque chose de simple ». Puis je sais pas pourquoi, là, mais ça venait vraiment me chercher. Parce qu'il y a personne qui est simple. On est des êtres complexes. Puis étant une personne émotionnelle, je peux pas et veux pas développer une relation avec quelqu'un avec qui je ne connecte pas émotionnellement. Puis ça, ça peut être dangereux parce que quand on dit qu'on se sent connecté, c'est souvent en fonction de comment on se sent. C'est quoi l'émotion derrière la connexion que j'ai avec cette personne-là, puis l'intensité de cette émotion-là va déterminer à quel point je suis connectée avec une personne. Mais nos émotions peuvent être reliées au trauma puis aux blessures qu'on a eues dans le passé. Fait que ce qu'on perçoit comme une connexion peut être une zone de confort d'un amour dysfonctionnel qu'on a connu. Puis si on est attiré envers quelqu'un en fonction de nos traumas, c'est là qu'on est plus vulnérable d'attirer des manipulateurs, des narcissiques, des gens qui sont indisponibles émotionnellement, puis de continuer de vivre dans cette blessure-là. On sait que l'autre personne a des problèmes, des fois même nos amis nous avertissent, puis quand on est vraiment deep là-dedans, il se peut même qu'on n'en parle même plus à nos amis parce qu'on a peur de se faire juger parce que nous-mêmes on se juge là-dedans. Mais somehow, la personne nous donne ce qu'on a besoin pour rester aveuglément. On ignore nos valeurs pour maintenir la connexion à tout prix. Les signes sont là, mais on les écoute pas parce que ce qu'on perçoit de ce qu'on reçoit est plus important que le risque de se perdre là-dedans. Puis plus l'autre personne teste nos limites consciemment ou non, plus elle pousse ou profite davantage, plus on perd son respect, mais aussi notre propre respect. Puis ni vu ni connu, on est rendu dans une dynamique qu'on n'a jamais voulu, mais qu'on a tout donné pour être dedans. Quand on est anxieux en amour, ça peut être dur de se faire confiance parce qu'on se demande souvent si on est le problème ou si c'est cette relation-là qui n'est pas faite pour nous. On doute de notre intuition parce qu'on est pris entre nos peurs puis ce qu'on ressent réellement. Mais il y a une phrase que je me répète depuis des années qui m'a jamais trompée, même quand je ne l'ai pas toujours écoutée, puis c'est qu'on n'est jamais folle. On n'est jamais folle. On le sait au fond de nous, là, ce qui est bon ou pas bon pour notre être. On le sait quand une personne n'est pas intéressée ou n'est plus intéressée, même si nous, on continue de l'être. Puis on sait mieux que personne comment on se sent quand une personne prend ses distances. Anxieux ou pas, la première chose qu'on devrait se demander pour éviter de vivre des situations de merde en amour, c'est quoi mes attentes? Nos attentes sont reliées à notre système de valeurs, puis elles nous servent de boussole pour rester sur un chemin sain. Par contre, si on a tendance à être anxieux en amour, c'est bien de se demander si nos attentes sont réalistes.
Puis si on n'est pas sûr, on peut le demander à quelqu'un comme un ami ou un thérapeute qui nous connaît bien et en qui on a confiance dans notre vie. Une autre chose importante, c'est de savoir d'où vient le sentiment d'inconfort qu'on ressent, puis d'être capable de le communiquer. Puis là, je sais que ça peut être dur des fois, surtout quand on commence à fréquenter quelqu'un parce qu'on a peur d'avoir l'air folle, intense, needy ou de faire fuir l'autre. Puis oui, il y a clairement des moments plus opportuns là, pour partager nos peurs. Mais si ça fait déjà quelques semaines, quelques mois que tu fréquentes quelqu'un, y partager tes besoins puis comment tu te sens ne devrait pas faire fuir cette personne-là. Sauf si cette personne-là préférait la version de toi qui répondait seulement à ses besoins. Puis dans ce cas-là, tu le sais que c'était pas la bonne personne pour toi. Fait que pourquoi tu voudrais rester là-dedans? Genre pourquoi? C'est quand même une bonne question à se poser parce que ça m'est déjà arrivé de rester là-dedans même en sachant ça. Ça veut pas dire que l'autre est là pour répondre à toutes nos attentes, mais si tu partages comment tu te sens d'une façon vulnérable, puis que tu assumes ta part de responsabilité là-dedans en partageant ce que tu voudrais travailler, ce que tu sais que tu as à changer, les efforts que tu fais déjà pour en arriver là, la personne, là, si elle tient à toi, elle s'enfuira pas, là. Elle va vouloir te soutenir là-dedans, elle va vouloir faire sa part pour alléger tes insécurités parce qu'elle sait qu'il n'y a personne de parfait, puis elle t'aime aussi pour d'autres raisons parce que tu n'es pas juste tes estis d'insécurité. Selon moi, il n'y a rien de plus sexy que quelqu'un qui partage ses besoins, puis il n'y a rien de plus dommageable que quelqu'un qui évite ou diminue l'importance de nos besoins. Si quelqu'un de ghost t'évite, ridiculise ou questionne l'importance de tes besoins, je suis désolée, mais cette personne-là sera jamais assez bonne pour toi. Parce que toi, là, surtout si t'es anxieuse en amour, t'as besoin d'être sécurisée. Puis c'est pratiquement impossible de te sécuriser par toi-même du jour au lendemain. Fait que t'as besoin d'un partenaire qui comprend ça, parce que sinon, tu vas toujours te sentir too much ou pas assez, trop needy ou pas assez indépendante. Genre, si t'as l'impression que tu dois jouer la game de la fille qui s'en crisse pour que la personne soit attirée envers toi, c'est un esti de red flag. Ta job à toi, c'est de te protéger. Ta job à toi, c'est d'avoir ton propre bac en tout temps. C'est de te choisir avant l'autre. C'est de clarifier et communiquer ce qui va calmer ton système nerveux pour te sentir sécure. Puis, of course, l'autre personne a aussi des besoins qu'il faut savoir entendre et respecter, mais si t'es anxieuse en amour, grandes sont les chances que tu fais déjà passer les besoins de l'autre avant les tiens. Puis, même si t'es pas anxieuse en amour, là, si t'es hyper sensible comme personne ou hyper empathique, bien, tu vas vouloir que l'autre se sente bien pour toi te sentir bien parce que les émotions et comportements de cette personne-là affectent ton quotidien. Ce qui veut dire qu'on peut ne pas être anxieuse en amour puis ressentir quand même de l'anxiété en amour. Une autre question que je trouve super intéressante à se poser, merci à mon amie Audrey-Anne de m'avoir inspiré ça, c'est est-ce que je choisis cette personne-là en fonction de mes traumas ou de mes valeurs? Est-ce que tu restes par peur ou parce que tu trouves que vous êtes vraiment un bon fit, là, deep down, là, au fond de toi? Là? Puis là, je sais que c'est pas toujours noir ou blanc, qu'on est plus souvent dans les 50 nuances de Christian, là, mais je trouve quand même qu'il y a une tangente qu'on décide souvent d'ignorer en se convainquant que c'est la bonne personne parce que on veut surtout pas être seul. C'est épeurant être seul quand tu l'as pas souvent été, puis c'est vraiment décourageant être seul quand tu l'as trop souvent été. C'est aussi vraiment chiant de tout avoir à faire par nous-mêmes, de pas pouvoir travailler en équipe puis de se reposer un peu sur l'autre. Mais même si c'est vraiment quétaine ce que je vais te dire là, tu peux pas être bien avec quelqu'un si t'es pas bien seul. Oui, tu vas pouvoir être en couple quand même, mais un jour ou l'autre, ça va ressortir en insécurité, en dépendance de l'autre pour tout faire, limite même pour aller chier. Je me rappelle quand je vivais avec un de mes ex dans le temps que je voulais même plus conduire. Tu sais, ça me rendait hyper anxieuse d'y penser, quand dans le fond, normalement, c'est une des choses que j'aime le plus faire. Puis là, je voulais même plus conduire à 15 minutes de route pour aller voir des amis. Parce que quand j'ai commencé cette relation-là, je me suis noyée dedans, puis j'ai oublié que j'étais une personne à part entière, puis je me suis mis à dépendre de cette personne-là pour toutes les sphères de ma vie. Je pensais que je me connaissais, mais j'attendais d'avoir un chum pour être heureuse. J'étais tellement malheureuse à l'idée d'être seule, puis ma seule solution, c'était d'être en couple, parce que j'avais l'impression que je faisais déjà tout pour être bien. Je m'entraînais, j'avais des passions, des amis, je voyageais seule, je me trouvais belle. Fait que dans ma tête, la seule chose qui manquait, c'était de combler mon besoin d'être en couple, qui cachait en fait une grosse blessure d'enfance d'avoir eu personne pour me dire que j'étais aimée. Puis j'ai continué ça pendant des années. J'étais addict. J'étais juste pas capable de contrôler ce besoin viscéral-là. Des fois, c'est ça le chemin, jusqu'à temps qu'on soit vraiment fucking écœuré. Fait que je sais pas t'en es rendu où dans ton processus, si tu te dis « je veux changer » ou « j'ai besoin d'un chum pour être heureuse », mais c'est clair que si tu veux attirer, mais aussi être dans une relation qui respecte qui t'es, tu vas avoir besoin de t'aimer plus que tu les aimes. Toujours. Selon moi, c'est ça le secret. C'est pas dans le sens narcissique, genre t'es plus haute que les autres, tu penses juste à toi, mais tu es ta priorité. Puis t'as pas besoin des autres pour te dire à quel point t'es awesome, tu le sais. Parce que tu as tellement travaillé sur toi que tu es bien avec toi, que tu as confiance en toi, que tu le sais ce qui est bon puis pas bon pour toi. Puis ça, là, ça veut pas dire que tu vas empêcher toute la merde de t'arriver,
mais ça va en filtrer pas mal. Puis si ça t'arrive, ben tu resteras pas longtemps dedans. Fait que comment on fait pour s'aimer? Ben je pense que ça vient de plusieurs choses. Oui, des petites actions du quotidien, of course, genre prendre soin de soi, blabla, mais aussi et surtout de prendre conscience de ses pensées. Genre, c'est quoi le narratif que tu te répètes et arriver à le reprogrammer au besoin. Savoir s'aimer, c'est aussi être capable de se donner de l'amour directement. Genre, se flatter le cœur puis se dire « je te comprends, t'as le droit, t'es pas weird, je t'aime ». Parce que si t'es pas capable de te dire que tu t'aimes, tu vas toujours dépendre des autres pour te le dire. Puis une façon qui m'a aidé à me le dire en y croyant, c'est d'imaginer la petite Émilie de 4 ans qui a vécu la séparation de ses parents, puis d'y parler à elle, parce que je veux être là pour elle, parce qu'elle est tellement vulnérable que je ressens toute la compassion puis l'amour du monde pour elle. Puis parce que cette petite Émilie, c'est aussi moi aujourd'hui. Fait que quand je l'aime, je m'aime aussi. S'aimer, c'est important. Mais apprendre à se connaître aussi. Ta relation avec l'autre, c'est pas ce qui te définit en tant que personne, puis c'est important d'apprendre à se découvrir sans l'autre, parce que c'est ce qui va nous faire prendre des décisions différentes pendant qu'on est avec l'autre, mais c'est aussi ce qui va nous donner confiance qu'on peut se tenir debout si une personne qu'on aime s'en va. On apprend à se connaître à travers nos expériences, mais aussi, si on désire aller plus loin, on peut connecter avec sa vérité à travers différentes modalités comme la méditation, les thérapies, l'ayahuasca, les champignons magiques, les ateliers de breathwork, découvrir le human design ou toute autre forme de test qui révèle un peu plus nos qualités et défis dans la vie. Voyager, c'est aussi une belle façon de se découvrir, puis surtout voyager seul. Je sais que personnellement, je serais pas la même personne sans ça. Ça donne extrêmement confiance en nos moyens qu'on peut faire les choses seuls. Ça nous permet de rencontrer des gens par nous-mêmes, puis de se découvrir à travers ces rencontres-là. Puis ça nous donne une perspective différente sur la vie puis ce qu'on veut vraiment. Apprendre à être bien seul, c'est aussi hyper important. Tu sais, ça peut paraître hyper simple puis évident, mais j'ai longtemps pensé que j'étais bien seule parce que j'étais capable de faire mes choses seule. J'étais capable de voyager seule, j'avais mes projets, etc. Mais être bien à faire ces choses seule, puis être bien à l'idée de ne pas avoir de partenaire en ce moment, c'est deux choses. Être bien seul, c'est aimer sa propre présence. C'est apprivoiser le vide, la solitude, puis voir ça comme une opportunité de passer du temps avec soi-même et de faire les choses qu'on aime. C'est choisir consciemment d'être seul pour s'occuper de soi et s'aimer avant de laisser rentrer quelqu'un dans sa vie et dans son cœur. C'est aussi de continuer d'apprivoiser cette solitude-là quand on est avec quelqu'un ou encore de choisir de quitter quand une relation ne nous satisfait pas. Si tu viens de vivre une rupture en ce moment, essaie de ne pas remplacer la place de quelqu'un qui s'en va parce que tu risques de revivre le même genre d'histoire. Jusqu'à temps que tu sois assez courageuse pour vivre dans le silence et l'absence parce que c'est là qu'on a la chance de connecter à soi puis de s'aimer. Je sais qu'une rupture amoureuse, c'est difficile pour tout le monde, OK? Mais je pense que ça l'est encore plus pour les dépendants affectifs. Mais dans tous les cas, tu peux pas forcer une connexion ou une relation à rester ou à être là pour toi puis qui, de toute façon, te sécurisait probablement pas anyways. On est comme addict au besoin de se faire rassurer. Tellement que même quand ça marche pas, bien, on refuse de le voir parce qu'on se sent comme paralysé, fait que souvent on reste là-dedans. Puis quand on se fait laisser ou qu'on se sent rejeté, bien, on a tendance à le vivre comme un cauchemar. Je le sais parce que à chaque fois que je me sens abandonnée, je ressens le même genre de sensation physique vraiment intense. C'est comme si je tombais en bas du 10e étage. La pire chose que tu peux faire, c'est de dénier comment tu te sens. Puis la deuxième chose, c'est t'identifier à ce que tu ressens. Fait que même si physiquement, notre corps réagit, puis qu'on reconnaît le trauma derrière, on peut aussi choisir qu'on n'est pas victime de ça. On peut le voir comme une liberté qu'on n'avait pas le courage de se donner, mais qui nous donne la chance de reconnecter à soi puis de vivre ce qu'on a vraiment besoin. On peut le voir comme une chance de se libérer de ce trauma-là éventuellement. Ça veut pas dire que l'inconfort physique et mental va partir du jour au lendemain. Ça veut pas dire que tu vas te sentir bien instantanément ou que tu n'auras pas de peine. Ça veut juste dire que tu as le contrôle sur l'histoire que tu continues de te raconter puis comment tu peux changer ça. Si tu savais puis ressentais profondément dans toutes les cellules de ton corps que tu n'as pas besoin de partager ta vie avec quelqu'un pour être heureuse, que oui, tu vas être en couple avec la bonne personne un jour, mais que tu ne feras pas de concession pour moins que la personne awesome que tu es. Jamais tu accepterais de rester avec une personne qui te manipule, qui te manque de respect, qui te gaslight, qui te rend malheureuse ou même te laisse indifférente. Non, parce que tu préférais rester des jours à regarder un mur blanc avec toi-même que de rester une seconde dans une merde de même. Quand on s'accroche à quelqu'un en tant qu'anxieux, c'est souvent parce que oui, on aime la personne, obviously, mais des fois aussi c'est parce que la personne nous apporte quelque chose. Puis outre un sentiment de sécurité ou à l'inverse un amour malsain familier, il y a parfois des trucs que l'autre nous donne puis qu'on pense inconsciemment pas être capable de se donner. Fait que c'est important de se demander qu'est-ce que cette personne-là m'apporte que je pense pas avoir. Qu'est-ce que la personne représente qui fait en sorte que tu lui donnes tellement d'importance que tu sens que toute ton existence est entre ses mains.
Comme si tu te sauvais d'une réalité que tu voulais pas affronter seul. Puis comment tu peux agir différemment en ce moment pour reprendre le contrôle de ta vie? Peu importe tes réponses, je veux juste que tu saches que tu peux tout te donner toi-même. Non, tu peux pas te donner de chum en ce moment ou la présence de quelqu'un dans ton lit, mais c'est clairement pas juste cette personne-là qui peut faire ça. Fait que même si vouloir être en couple est un besoin sain et humain, je pense que derrière ce besoin-là se cache souvent un besoin de vouloir se faire assurer parce qu'on ne sait pas comment le faire nous-mêmes. Quand on est anxieux en amour, on a un système nerveux sensible. Fait que ça se peut qu'on ait besoin de trouver des pratiques pour rééquilibrer et se grounder. Surtout dans les débuts, quand on est limite obsédé tellement qu'on tripe sur quelqu'un. Ça se peut que tu aies besoin de gérer ton attachement en méditant ou en ayant un genre de rituel ou en te parlant plusieurs fois en une seule minute parce que tu es dans une phase un peu maniaque où tu penses beaucoup à l'autre que tu viens de rencontrer. Il faut apprendre à vivre avec ça et apprivoiser ce côté-là de nous, mais aussi à s'enraciner en nous pour éviter de remettre notre vie entre les mains de quelqu'un qu'on connaît souvent à peine. Même si on ne peut pas éviter la connexion humaine, je pense qu'on peut éviter certains types de personnes ou de situations. Perso, je sais que les apps de rencontre me font jamais sentir bien. Puis j'apprends de plus en plus que j'ai pas besoin de forcer les choses dans la vie, que la vie peut être douce, puis que les choses peuvent venir facilement à moi, naturellement, fluidement, sans effort, sans me faire chier. Je sais que ça peut paraître comme l'évitement, puis oui, en quelque sorte, j'évite de me faire du mal, mais je sais aussi que j'ai jamais rencontré mes amis ou mes ex sur des apps, que c'est toujours arrivé naturellement dans ma vie. Fait que je fais confiance à l'univers de m'apporter ce que j'ai besoin au bon moment. Puis non, je pense pas que mon chum va cogner à ma porte, on s'entend dessus, là, mais je pense qu'en vivant sa best life que nous, on veut vivre, ces personnes-là croisent notre chemin naturellement. Je sais aussi qu'il y a certaines femmes qui vivent un stress de vouloir un enfant en ce moment puis qui ont peut-être un discours différent. Il y a d'autres femmes aussi qui voient aucun problème à utiliser les apps de rencontre, puis c'est correct, il n'y a pas un seul chemin, OK? C'est pas ça mon message aujourd'hui, parce que je pense vraiment qu'on peut guérir avec quelqu'un aussi. On peut ne pas totalement se sentir bien avec nous-mêmes, puis être avec la bonne personne, puis se guérir de ça. On peut aussi rencontrer quelqu'un sur des apps de rencontre. Mon point, c'est d'éviter les irritants qui nous gardent dans notre blessure au lieu de la guérir. Puis là, c'est un peu random ce que je vais dire, mais c'est quand même relié à la vidéo, fait que je vais le partager parce que ça me vient en tête. Mais une autre chose que j'ai remarqué quand on est anxieux en amour, c'est qu'on a tendance à donner beaucoup de notre temps aux gens qu'on aime, à être over-disponible en fonction de leur horaire parce qu'on a peur de ne pas être assez, de ne pas en donner assez, puis de ne pas se faire aimer si on ne donne pas ce temps-là ou à les perdre ou à perdre une connexion. Puis même si c'est une belle qualité d'être là pour notre entourage puis de prioriser l'amour dans notre vie, je pense qu'il faut vraiment apprendre à se donner plus de temps à nous qu'on en donne aux autres. Premièrement, quand tu es tout le temps disponible, grandes sont les chances que tu perdes la valeur aux yeux du monde puis qu'ils te prennent un peu pour acquis, tu sais. Puis deuxièmement, puis je vais parler pour moi, là, mais quand je me donne, quand je suis disponible comme ça envers les autres, que je leur rends service et tout ça, puis que je vais over and beyond même quand ils ne le demandent pas, bien, je m'attends à ce qu'eux fassent la même chose pour moi en retour aussi. Ce qui peut créer vraiment des frictions, puis qui est pas juste, tu sais, parce que les autres personnes n'ont pas le même degré de disponibilité puis d'attente que toi. Bref, être anxieux en amour, c'est un défi au quotidien, mais aussi à travers les relations sur notre chemin. Puis si t'es rendu jusqu'ici dans la vidéo, ben je suppose qu'il y a une partie de toi qui se reconnaît là-dedans. Fait que, outre ma vidéo hyper longue aujourd'hui, je vais te partager 3 choses que j'aimerais que tu te rappelles, quitte à t'y faire tatouer dans le front. First, tu mérites l'amour, même celui que t'as jamais reçu avant. Je sais que je te connais pas, mais tout le monde mérite ça. C'est un droit humain. Fait que t'as pas besoin d'accepter ou de changer ce que la vie te donne juste parce que tu penses que c'est la meilleure chose ou la seule chose que tu vas avoir. Second, attache-toi pas aux gens qui ne veulent pas la même chose que toi en amour. Tu peux pas convaincre quelqu'un de vouloir ce que tu veux, puis tu peux pas changer quelqu'un même si tu penses que tu peux. Fait que porte plus attention au comportement d'une personne que ce que la personne te dit. Et troisièmement, laisse pas l'anxiété contrôler ta vie. T'es beaucoup plus que ça. T'as aussi des préférences, des besoins, puis une hostie de bonne intuition qui mérite d'être respectée. Pour finir, je pense que même si tu te reconnais dans ce que j'ai dit, il faut faire attention pour pas trop s'identifier à ça non plus. Parce que tu peux vivre des symptômes de dépendance affective même si tu es hyper sécure comme personne. Parce que dans la mauvaise relation, n'importe qui serait insécure. L'anxiété, c'est un système d'alerte du corps qui dit qu'il n'est pas en sécurité. C'est pas nécessairement relié à un trauma, ça peut être juste ton intuition, puis au fond de toi, là, tu le sais quand tu focuses. Là. Sauf que, même si on le sait, on a souvent peur de le partager à l'autre parce que ça voudrait dire risquer de perdre l'autre personne. Mais perdre une personne qui n'est pas faite pour toi, c'est aussi reconnecter à toi-même puis faire de la place pour ce que tu désires vraiment avoir et être. Puis je tiens aussi à dire bravo parce que si tu es encore là à écouter en ce moment, ça veut dire que tu veux devenir une meilleure personne
plus consciente, plus connectée avec tes besoins, t'aimer plus, puis attirer ce genre de relation-là dans ta vie. Puis honnêtement, j'ai aucun fucking doute que tu vas attirer des belles relations comme ça dans ta vie parce que tu es en train de changer ton énergie, changer tes croyances, changer tes choix dans la vie. Fait que doute pas une seconde que tu vas trouver une personne awesome comme toi. Continue à te concentrer sur toi, ce que tu aimes, ce que tu veux faire, comment tu peux vivre ta best life en ce moment. Puis laisse aller les shit dans ta vie que tu penses avoir besoin puis que tu restes par peur. Il y a 1 an, jour pour jour, je partais avec ma vanne puis je commençais à écrire la vidéo « Comment survivre à une rupture encore ». Bref, à ce moment-là, je souffrais tellement que je me suis rendu compte que je voulais plus dépendre des autres pour être heureuse. Que c'était en fait une illusion parce que j'étais pas vraiment plus heureuse avec ces personnes-là, puis qu'aussitôt qu'elles partaient, je voulais disparaître avec elles, même quand je les connaissais à peine. J'étais rendue à un point où c'était impossible pour moi de laisser entrer une autre personne dans ma vie puis de risquer de fucker le peu de bonheur que j'essayais de retrouver. Personnellement, je suis incapable d'avoir du sexe à froid sans que les émotions s'en mêlent. Pour moi, les deux sont interreliés. Le sexe est autant un échange d'énergie que de dater, puis ce qu'on laisse entrer en nous a autant d'impact que ce qu'on laisse rentrer dans notre vie. Fait que j'ai pris la décision de pas dater puis de pas avoir de sexe pendant 1 an. En fait, j'ai pas décidé de temps précis, mais je savais que je devais prendre une pause et que j'avais besoin d'une pause de plusieurs mois. Toute ma vie, j'étais en couple où je cherchais à l'être. Il y avait rarement des moments où je datais pas ou n'étais pas obsédée par un gars. Fait qu'on peut dire que c'était la première fois que le vide que je cherchais toujours à combler était moins important que de m'aimer. J'ai toujours eu une vie bien remplie avec ou sans personne, mais la différence, c'est que dans la dernière année, toute mon énergie était dirigée envers moi. Puis je sais que pour certaines personnes, arrêter d'avoir du sexe ou de dater peut ressembler plus à une torture qu'une libération, mais pour moi, il y a eu beaucoup de bénéfices. En fait, je dirais pratiquement juste des bénéfices. Pour une fois dans ma vie, j'avais personne à satisfaire. Pas d'homme à moitié engagé à texter, pas de perte d'énergie à me demander si quelqu'un est intéressé, pas de sexe à performer quand ça me tente pas de compromis sur mon temps à donner. Puis oui, des fois, j'aurais voulu me coller un dimanche après-midi devant la TV. Oui, j'aurais voulu partager les recettes que je fais toujours comme si j'avais une famille de 8 enfants. Oui, j'aurais aimé ça parler puis jouer à des jeux de société avec un gars que j'aime. Mais je savais que je devais d'abord guérir ma peine d'amour. Puis plus important encore, je savais que je devais me libérer de ce qui m'amenait constamment dans des situations que j'étais complètement écœurée de vivre. J'ai souvent été attirée envers les gens qui avaient le plus de problèmes. I know. Mais c'est comme si, en plus de me faire choisir, j'avais l'impression que je pouvais les sauver. Puis, des fois, on peut même devenir accro au drame, même quand ça fait mal, même quand on pense que c'est pas ça qu'on veut, parce que ça nous fait sentir vivants. Ça nous donne l'impression qu'on comble un besoin, puis ça nous ramène des fois dans un feeling familier qu'on connaît. Bref, j'ai pris conscience de mon propre drame, puis j'ai décidé d'adresser mes besoins dysfonctionnels seuls, dans l'espoir de vivre autre chose un jour. Ça veut pas dire que les gens que je datais avaient pas des belles qualités, mais simplement que j'étais trop occupée par la peur d'être seule pour voir les red flags qui venaient avec mes choix. Il n'y a rien de mal à choisir quelqu'un qui répond à nos besoins, mais quand on le fait au détriment de qui on est puis de notre bien-être, c'est là que ça devient malsain. On change qui on est pour plaire, on n'est pas constant sur nos valeurs qu'on devrait prioriser, on se respecte pas, on accepte le fucking minimum, puis des fois c'est subtil, mais un jour ou l'autre, on atteint une limite. Personnellement, je me suis tellement forcée à avoir du sexe que je pensais que j'avais plus de libido. Genre, je pensais que mon vagin ne servait plus à rien. Parce que j'ai trop souvent voulu faire plaisir en me donnant. Puis ce qui est intéressant, c'est que je pensais qu'on m'aimait juste pour le sexe la plupart du temps, quand au fond, j'utilisais le sexe pour me faire aimer. Tu sais, on a tendance à blâmer les autres d'être fuckés, quand au fond, on est tout aussi fuckés d'avoir été avec eux. Bref, j'ai passé plus que 20 ans à être insatisfaite émotionnellement et sexuellement. Puis là, je sais que c'est un gros statement, là, mais c'est comme ça que je me sens. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de beaux moments, mais il y en a eu beaucoup qui m'ont laissé amère. Puis je savais que la seule façon d'être satisfaite un jour, c'était de prendre une pause de tout pour avoir le temps puis l'énergie de redécouvrir qui j'étais sans homme dans ma vie. Ça s'est pas fait en criant ciseaux ni en faisant les ciseaux. Ça s'est construit à chaque jour que je choisissais d'être seule au lieu d'installer une app de rencontre. Chaque fois que j'ai refusé les avances de quelqu'un, chaque journée où j'étais reconnaissante d'avoir personne à satisfaire, chaque moment où j'ai pris le temps de redécouvrir mon corps doucement. Puis progressivement, j'ai commencé à retrouver du désir. Pas celui qui était programmé pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre pour me faire aimer ou pour éviter d'être seule, mais bien un désir qui venait de moi, seulement
moi. Puis là, je sais que je parle beaucoup de se retrouver, mais le fait de prendre une pause du dating ou du sexe n'a pas besoin d'être lié à ça. Ça peut être simplement parce que tu décides de prioriser autre chose, ça peut être selon certaines croyances, ça peut être un défi que tu te lances, puis ça peut même ne pas être un choix. Mais peu importe la raison, il y a de quoi de vraiment puissant à décider de s'approprier ce moment-là au lieu de le subir. Si tu trouves ça dur d'en profiter, c'est probablement parce qu'il y a une partie de toi qui pense pas être capable de se combler toute seule. Trop souvent, on utilise les gens puis le sexe pour s'évader au lieu d'adresser ce qui se passe en dedans. Puis je sais que pour certaines choses, comme avoir des enfants, par exemple, ça peut être plus difficile. Mais mon point, là, c'est que on ne doit pas remettre notre bonheur entre les mains de quelque chose qu'on ne contrôle pas. Il y a tellement de possibilités dans la vie, mais trop souvent, on se limite à croire qu'il y a juste un chemin qui peut nous rendre heureux. Je sais que personnellement, j'ai longtemps vu les relations amoureuses comme ma porte de sortie, comme la façon ultime d'être heureuse dans ma vie. Puis je mentirais si je disais pas que des fois, je romantise pas encore cette idée-là. Puis c'est correct de rêver de romance, ça peut même nous servir à manifester quelque chose de sain, mais c'est important d'être conscient de nos croyances. Parce que si on croit qu'on a absolument besoin d'une relation ou de sexe pour être heureux, on risque de prioriser nos croyances plus que nos besoins. Non seulement ça, mais nos croyances créent notre réalité, qui, elle, continue de confirmer nos croyances. Puis là, je vais répéter ce que je viens de dire parce que c'est important que tout le monde le comprenne, là. Si on pense qu'on a besoin de sexe ou d'une relation pour être heureux ou de n'importe quoi pour être heureux dans la vie, on va se mettre à croire ça tellement fort que ça va passer par-dessus nos réels besoins. Nos croyances vont créer cette réalité-là qu'on a absolument besoin de ça. Puis à chaque fois qu'on va rencontrer quelqu'un, ça va comme renforcer le fait qu'on a besoin de cette personne-là, on a besoin de sexe parce qu'on se sent immédiatement bien quand on le vit. Donc, on renforce cette croyance-là que c'est vraiment ça qui nous rend heureux. La réalité qu'on vit va renforcer encore plus nos croyances, puis on va se ramasser dans un genre de cercle vicieux. En fait, on devient carrément esclave de nos croyances, comme si c'était la seule réalité qui existe. En décidant d'être ça, j'ai décidé de ne pas être victime de mes croyances, puis de voir ma pause comme une opportunité de faire et être tout ce que je voulais sans me limiter. Il y a des jours où je me sentais connectée, d'autres où j'ai pleuré, puis aujourd'hui, je me sens bien seule. Mon besoin d'avoir un homme pour me rendre heureuse est pratiquement inexistant, puis ben, je me sens presque prête à recommencer à dater. Je dis presque parce que j'apprécie tellement tout ce que le célibat m'a apporté puis le sentiment de paix que j'ai pas envie de forcer pour rencontrer. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai changé. C'est drôle parce qu'il y a pas si longtemps, j'ai eu des nouvelles de 2 personnes qui m'avaient pas super bien traitée dans le passé, puis j'ai même pas senti le besoin de leur répondre. En fait, la seule chose que j'ai ressentie, c'était un genre de dégoût. Puis c'était vraiment clair pour moi, puis c'est vraiment clair pour moi, en fait, que c'est vraiment plus quelque chose qui m'attire, ce genre d'homme-là, ce genre de feeling-là, ce genre de situation-là, ça m'attire plus pas en tout. Thanks God. Ne pas chercher d'autres hommes m'a permis aussi de faire un reset de mes croyances par rapport à l'amour puis le dating. Avant, je donnais beaucoup d'énergie puis j'investissais plus que l'autre dans l'espoir que ça marche. Puis ça m'a brûlé. Fait que je me suis mise à croire que c'était de la merde en crise d'été, que tout le monde était désengagé, puis que c'était impossible de trouver quelqu'un. Mais prendre une pause m'a permis de revenir à moi, puis de choisir qu'est-ce que je laisse rentrer comme croyance dans ma tête et donc dans ma vie. Puis ça veut pas dire que je rencontrerai plus jamais un gars qui est pas prêt à dater, mais ça veut juste dire que je perdrai pas mon temps à penser puis croire que le dating est de la merde à cause de lui. Suivant. Anyways, mon intention aujourd'hui, c'est pas de vous dire « Oh, look at me now, I'm so perfect! » Vraiment pas. Mais s'il y a un message que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que tu es responsable de tes choix, de tes croyances, de qui tu laisses rentrer dans ta vie, de ton bonheur, de tout. Tu es responsable de tout. Il y a des choses que tu n'as pas le contrôle, mais ce que tu as le contrôle, c'est ce que tu fais avec. Comment tu penses, qu'est-ce que tu te mets à croire par rapport à ça, puis comment tu agis face à ça. Fait que ouais, si tu sais pas comment faire des choix différents, ben ça va me faire plaisir de t'accompagner là-dedans. Le lien pour un coaching avec moi est dans la description. Que tu sois en couple, célibataire ou c'est compliqué, on a tous des mécanismes de défense pour se protéger de ce qui nous a un jour blessés. Soit parce qu'on a eu un bris de confiance dans une relation importante, soit parce qu'on n'a pas senti qu'on avait notre place dans un environnement clé, soit parce qu'on n'a pas été priorisé des gens qui devaient s'occuper de nous ou même qu'on a été abandonné. Puis, des fois, ça fait des années qu'on continue de se protéger, même si on n'a plus besoin de le faire. On s'adapte, on change la personne qu'on est, on se ferme ou on s'attache à tout prix, consciemment ou non, on reproduit ce qu'on a appris ou on essaye de l'éviter en compensant, mais malheureusement, les deux ont souvent pour effet de renforcer notre histoire du passé et revivre sa blessure encore et encore. On apprend super jeune, à tort, que notre valeur dépend du type d'amour qu'on reçoit.
Puis dans le processus, on s'est comme fait convaincre que d'être quelqu'un d'autre que nous était la seule façon de vraiment avoir ce qu'on avait besoin, c'est-à-dire l'amour, l'attention, un sentiment de sécurité, de connexion. Fait qu'on a appris à être quelqu'un d'autre qui prend pas beaucoup de place, quelqu'un qui fait rire le monde, quelqu'un qui donne beaucoup, quelqu'un qui dit rien, quelqu'un qui doit se défendre, quelqu'un qui garde ses distances, quelqu'un qui s'attache rapidement, quelqu'un qui fait de l'argent, quelqu'un qui est toujours parfait, quelqu'un qui a un certain esthétique, certaines croyances. Puis on continue ce schéma-là à l'âge adulte parce que c'est une façon de se protéger puis de continuer d'avoir ce qu'on pense manquer. Puis à force de se trahir, on s'abandonne, on sabote, puis étrangement, on obtient l'inverse de ce qu'on a toujours voulu. C'est pas de notre faute, c'est ce qu'on a appris. On donne notre amour de la façon qu'on l'a reçu ou aurait aimé le recevoir. Par exemple, si tu as manqué de présence physique ou émotionnelle, tu risques de soit compenser en donnant beaucoup de ton énergie, de ton temps, de ton argent ou même de ton corps et de t'attacher rapidement. Ou à l'inverse, tu peux aussi rester seul, consciemment ou non, et ne pas te montrer vulnérable. Dans les deux cas, même si on agit différemment pour le même trauma, on continue souvent de se prouver et répéter l'histoire triste qu'on a un jour vécue. By the way, je parle d'amour, mais ça peut aussi être l'insécurité financière, la violence, l'abus de pouvoir, l'intimidation physique et psychologique. Bref, il y en esti des types de blessures qui peuvent fucker nos comportements. Continuer de répéter les mêmes patterns en amour puis se demander pourquoi on attire toujours le même genre de personnes ou situations, c'est comme essayer de garder ses pieds propres à la plage, mais continuer d'aller les remettre dans l'eau. Ça peut être difficile à entendre, mais tu peux pas blâmer tes parents ou personne d'autre que toi pour tes choix. Oui, ça l'aide de savoir d'où viennent nos mécanismes de défense, mais au final, en ce moment, t'es la seule personne qui est responsable de ses choix. Pas tes parents, pas ton ex, personne d'autre que toi. Tu sais, là, le mime de l'enfant qui s'écrase sa propre face avec sa botte, ben, c'est nous, quand on refuse de prendre nos propres responsabilités. Fait on peut-tu arrêter de s'écraser nous-mêmes? Le truc, c'est de s'auto-réguler. C'est de prendre conscience du feeling familier qui ressort de temps en temps. C'est de ne pas agir impulsivement, c'est de lui donner de l'amour qu'il a besoin, c'est de partager ses besoins respectueusement, c'est de ne pas tout mettre sur les autres, c'est d'arrêter de s'identifier à ce qui nous a un jour blessés, c'est de faire des choix différents, c'est de choisir de guérir doucement. Tout ça demande un travail de gestion de soi énorme, puis une confiance un peu aveugle puis inconfortable parce qu'on doit agir contre-intuitivement de ce qu'on a toujours fait. Parce qu'on ne sait pas si on fait la bonne chose pour guérir, puis parce qu'on ne sait pas si on va arrêter de souffrir de ça un jour. Mais s'il y a une chose que j'ai appris, c'est que tout arrive pour te protéger puis t'amener là où tu es supposé d'aller, même quand ça fait mal. Beaucoup de gens vont avoir tendance à vouloir se distraire de plein de façons ou tomber en relation avec quelqu'un d'autre rapidement, mais la seule relation qu'on devrait avoir et garder dans ces moments-là, c'est notre relation de confiance avec l'inconnu. Puis ça veut dire avoir confiance que l'inconnu est meilleur que ce qu'on a connu. Quand une situation ou une relation se termine ou est difficile, on se dit souvent « j'avais pas besoin de ça ». Mais oui, t'en avais besoin pour te faire comprendre des choses importantes puis changer certaines choses. Je crois vraiment là, que la vie nous amène les mauvaises personnes puis les mauvaises situations pour qu'on règle nos shit et soit prêt quand la bonne personne, la bonne situation se présente. Puis si tu continues de penser aux mêmes choses qui t'ont blessé, c'est probablement parce qu'il y a une leçon qui reste à comprendre pour continuer d'avancer. Ça veut pas dire que tu es brisé ou que tu es faite pour revivre ça. Ça veut juste dire que tu dois explorer ce qui est blessé en dedans de toi pour savoir comment le guérir. Certains le savent déjà, mais mon genou m'a lâché il y a plusieurs mois, puis j'ai dû arrêter tous mes entraînements. J'ai vraiment trouvé ça tough parce que je suis une personne qui m'entraîne depuis tout le temps. Si vous avez déjà été blessé, vous savez à quel point c'est long à guérir ou que ça peut être long à guérir, surtout quand on force sur la blessure puis qu'on s'écoute pas. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter puis en prendre soin quand ça fait mal. Il faut faire les exercices poches comme si on avait 90 ans. Il faut user de sa patience même si on n'a aucune garantie qu'on va aller mieux un jour. Il faut y aller progressivement. Puis des fois, ça fait encore mal puis on doit reprendre une pause pour se soigner plus. Mais si on veut arrêter de souffrir un jour, il faut prendre le temps de guérir. Guérir, c'est explorer de fond en comble sa personne puis de prendre des actions qui supportent notre bien-être. Mais c'est aussi de s'aimer, même quand on sait qu'on a des choses à travailler, ce qui veut dire tout le temps. Tu sais, la partie de toi ou les parties de toi que tu aimes le moins, bien, c'est les parties de toi qui ont le besoin du plus d'amour. Tu sais, tu peux pas guérir puis t'aimer pleinement tant et aussi longtemps
que tu ne laisseras pas l'espace à ces parties-là de toi. Parce que ces aspects-là ont clairement une raison d'exister. Au minimum, c'est ce qui t'inspire à vouloir changer puis évoluer. Puis là, je me permets de faire une parenthèse ici parce que ça peut paraître vague comme concept là, de dire laisser l'espace à cette partie-là que tu aimes le moins de toi. Puis d'un sens littéral, ça veut dire vraiment j'accepte cette partie-là de moi, je suis toute, puis ça en fait partie. Mais tu sais, on a aussi la possibilité d'évoluer. Là, je veux pas qu'on s'identifie à ça pour faire comme genre je suis juste ça, je l'accepte pleinement. Je pense que en dessous de ça, il y a aussi d'écouter cette partie-là de nous parce que ce qu'elle essaie de nous partager, c'est un besoin qui est non entendu dans le fond. Ce qu'on pense être de l'intolérance, c'est peut-être juste un besoin d'attention. Who knows, tu sais. Puis c'est en l'écoutant, en revenant vers cette partie-là de nous, en lui demandant c'est quoi son besoin, qu'on l'aime de plus en plus, puis qu'on s'aime de plus en plus. Guérir puis s'aimer, c'est pas un événement qui arrive juste une fois, OK? C'est plein de petits moments, c'est progressif, puis des fois, on a même l'impression d'aller de reculons. Mais la vérité, c'est qu'on est toujours en train de guérir. Toujours. Même quand on se libère de certaines shit, la vie a le don de nous en emmener d'autres. On n'est pas supposé d'être là à rester la même personne. On est fait pour évoluer, pour changer en permanence, même si c'est chiant par moment. Fait que bref, guérir, c'est pas quelque chose que tu fais pour te dire que c'est fini puis satisfaire ton ego. Au contraire, tu le fais pour voir ton ego là-dedans, pour te désidentifier de ton ego puis revenir à la personne que tu es vraiment. By the way, c'est pas parce que tu dois travailler sur certains aspects de ta vie que tu dois rester ça jusqu'à temps que tu fixes ça. Mais je pense quand même qu'il faut un certain niveau d'amour-propre avant de s'embarquer dans quelque chose de nouveau parce que sinon, tu vas continuer de vouloir combler le vide avec des nouvelles personnes et situations puis dépendre de ces situations et personnes-là ou tu vas saboter ce qui est beau dans ta vie en pensant que tu ne le mérites pas. Fait que oui, des fois, il faut prendre le temps d'être seul pour guérir ses blessures puis ses insécurités, mais il faut aussi savoir quand nos peurs et croyances erronées nous isolent de l'amour qui pourrait exister à nouveau. Un truc pour savoir si on est prêt ou prête à se relancer dans quelque chose de nouveau, c'est t'imaginer comme une maison qu'on veut vendre. OK, c'est bizarre là, dit de même, là, mais hear me out. Ton corps, ton esprit, ton cœur doit être aussi propre que la maison que tu laisserais au prochain acheteur que tu veux avoir. Remarquez que j'ai dit un acheteur que tu veux avoir, hein, parce que tu peux vendre ta maison bien décalisse à quelqu'un qui investira pas cher aussi. Bref, est-ce que ta maison est assez propre pour que tu la vendes en ce moment? Est-ce qu'il y a assez d'espace dedans? Est-ce que les fondations sont solides? Puis si la réponse c'est « je sais pas » ou « non, il y a encore des cadavres dans le cabanon », fair enough. Je vais essayer de t'aider à les enterrer. First, tu dois reconnaître ce que tu fais. Genre, « Hey, je me sens toujours aimée juste pour le sexe. Je pense que c'est parce que c'est exactement ce que je donne depuis des années pour me faire aimer. » Deuxièmement, tu dois comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Puis pour ça, je suggère vraiment d'aller voir un thérapeute ou encore de lire The Origin of You. C'est un super de bon livre, ou en tout cas un livre qui pourrait être similaire à ça, qui explique le type de trauma qu'on peut avoir eu dans notre enfance, comment on réagit suite à ce trauma-là dans notre vie et quoi faire maintenant avec ça. Et dernièrement, tu dois corriger le problème. Concrètement, ça peut vouloir dire fermer ses cartes de crédit, méditer avant de texter quelqu'un, faire des ateliers pour gérer sa colère, apprendre à partager ses besoins, aller chercher l'aide d'un thérapeute pour déceler la source de nos comportements, and so on. Anyways, peu importe ce qui t'a blessé, j'espère que tu as le courage de l'explorer avec amour puis compassion. Tout le monde a le pouvoir de guérir. Il faut simplement être prêt à s'ouvrir, à faire le travail, puis à s'aimer no matter what. D'un sens, on est déjà parfait parce qu'on ne le sera jamais anyways. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire d'efforts pour s'améliorer, mais que ça n'a pas besoin d'être aussi difficile. Puis il y a toujours quelqu'un qui va apprécier puis voir notre beauté pour qui on est maintenant, là. Fait que pourquoi on ne s'assoit pas à relaxer avec ça un peu? C'est sûr que les gens ont toute une opinion unique de toi, mais sont aussi beaucoup plus occupés à dealer avec leur propre shit que de te juger toi. Puis anyway, ça ne pourra jamais plaire à tout le monde, mais overall, t'es beaucoup plus aimé puis apprécié que tu penses. À l'heure où tu écoutes ça, tu as déjà changé la vie de ben du monde directement ou non. Tu as déjà eu beaucoup plus de beaux moments dans ta vie que tu te permets de le croire. Tu es déjà beaucoup plus supporté par la vie puis dans tes choix que tu penses. Fait que rappelle-toi de ça la prochaine fois que tu files pas. On peut tellement être dur envers nous-mêmes, en tout cas je le sais que je le suis. Je suis littéralement la personne qui pense que tous les problèmes du monde puis que je suis fucked même quand j'essaie de les fixer. Mais peut-être que c'est ça le problème. Essayer de fixer puis de résister quelque chose qui demande juste à être aimé. J'ai recommencé à dater récemment.
j'ai arrêté pendant 15 mois de dater, OK? J'ai arrêté complètement de rencontrer des hommes, puis aussi j'ai changé beaucoup d'habitudes de vie. Mais aujourd'hui, on va focusser sur qu'est-ce que j'ai appris de mon expérience en recommençant à dater, mais aussi à travers les années. Quand la personne est vraiment clairement pas intéressée, ça m'intéresse pas. Mais quand je suis dans une zone grise entre les deux, c'est là qu'il y a un problème. C'est là où je me sens anxieuse. C'est là où j'ai de la difficulté à me détacher. Puis je sais que je suis pas toute seule. Fait qu'aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus, à comment se détacher un peu plus de tout ça, de tout ce qu'on vit quand on se sent attaché à une personne, à un rêve, à une illusion, à ce qu'on pourrait avoir, à ce qu'on pourrait être, puis à ce qu'on pourrait expérimenter si on serait à deux. Puis tu sais, ça peut être dur de savoir comment agir, comment réagir, quoi dire, quoi pas dire. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la personne? Prendre ce qui nous appartient, laisser à l'autre ce qui y appartient, pas prendre les choses personnelles. Il y a tellement de choses que je trouve qui sont dures à naviguer quand on est confronté à ce que souvent on a peut-être évité depuis des années, ou du moins qu'on est toujours confronté à, puis que là, ça commence à nous irriter, puis à créer une croyance en nous que ça marche jamais. Je veux juste enlever une couche de pression, là, en ce moment, là, que moi, je l'enlever, là, comme énergétiquement, là. OK? Tu feras pas toujours le parfait move, OK? Tu feras pas toujours le parfait move. Tu diras pas toujours la bonne affaire. C'est un apprentissage, tout ça. Puis la bonne personne, elle va naviguer ça avec toi, puis elle va rester. Elle va évoluer là-dedans, elle va être ouverte à apprendre à te connaître parce qu'elle sait que tu es humaine aussi, puis elle est assez mature pour investir dans une relation en sachant qu'on est tous humains là-dedans. Puis ça se peut que pour avoir ce que tu veux, tu aies besoin de passer à travers beaucoup d'autres expériences de vie qui vont t'apprendre comment communiquer et être avec la bonne personne que tu cherches aussi. Ça se peut que ça soit pas ton année. C'est dur à entendre, c'est peut-être un peu décollissant, mais mettons que c'est pas mon année. Pourquoi ne pas agir comme si c'était une pratique? Parce que ça en est une. Toutes les expériences de vie qu'on vit sont des pratiques. Peut-être que c'est la personne de ma vie, mais moi, je veux pas partir dans ce mindset-là parce que ça me laisse attacher au résultat. Je peux pas détacher, là, parce que c'est la personne, là. Fait qu'il faut pas que je fuck up, là. Faut que je reste comme... Faut tout que je fasse, là. Et non, parce que c'est pas la personne de ma vie. Fait que, tu sais, je peux juste être moi-même puis voir qu'est-ce qui arrive quand je suis juste moi. C'est un petit peu pessimiste comme façon de voir, mais moi, de m'imaginer que je me pratique puis que cette personne-là en particulier sera probablement pas la personne de ma vie, mais que je m'investis tout autant comme une personne normale qui désire dater puis apprendre à connaître l'autre. Mais je dépends pas de toi pour être heureuse parce que je pense pas que c'est toi qui vas me rendre heureuse. Mon expérience du dating, c'est que je mets la personne dans une case qui est un potentiel amoureux. C'est comme s'il n'existait rien in between. T'es soit ça ou t'es rien. J'oublie qu'il y a un humain derrière qui pourrait être un ami, qui pourrait être une pratique, une personne qui va changer ma vie d'une certaine façon, qui va m'apprendre quelque chose sur moi, qui n'est pas nécessairement l'homme de ma vie. J'oublie comme tout l'arc-en-ciel qui existe autre que c'est la personne ou pas pour moi. Juste se détacher du résultat puis peut-être s'ouvrir à plus va nous permettre de voir cette personne-là différemment, d'interagir avec elle différemment, puis d'avoir un résultat différent. Ce qui m'amène au point que j'ai écrit ici, qui est de se détacher de tes croyances. Fait que c'est pas juste de te détacher du résultat, mais aussi des croyances que tu as par rapport au dating, par rapport à les relations amoureuses, par rapport à ton histoire aussi là-dedans. Genre, moi, je pense pas que les relations à long terme, ça existe. Le mariage, ça chie tout le temps. Je suis jamais choisie. Quand je t'intéresse à quelqu'un, cette personne-là l'est pas. Quand je m'ouvre puis je suis vulnérable, je me fais trahir. Normalement, on s'entend que les croyances sont négatives. Là. Il y en a peut-être des positives, je vous nomme le pire ici, là, puis il y en a plein d'autres. Au lieu de focusser sur ta croyance puis de la renforcer encore et encore à chaque fois que tu vis une expérience, c'est plus de focusser sur « Hey, c'est quoi les fois où j'ai pas vécu ça? » Parce que c'est sûr qu'il y en a autour de toi, là. Des fois où t'as pas vécu cette même réalité-là. Puis peut-être que là, t'as de la misère à trouver ça, puis peut-être que ça va venir si tu t'ouvres à cette possibilité-là, parce que peut-être que t'es tellement fermé, peut-être que c'est ça que tu manifestes. Ouvre-toi aux autres possibilités, parce que c'est pas les seules qui existent. C'est carrément impossible que ce soit ta prophétie de vie, puis que c'est juste ça que t'es faite pour vivre, parce que c'est ça que t'as vu toute ta vie. T'as des lunettes en ce moment, puis je veux que tu changes de paire, OK? Puis peut-être que c'est même pas ta croyance. Est-ce que c'est vraiment ta croyance?
ou il y a quelqu'un dans ta vie ou un modèle de tes parents ou des personnes qui t'ont dit, répété certains messages qui te suivent encore aujourd'hui. Une chose que je trouve qui est importante aussi de se détacher, c'est l'image qu'on pense que cette personne-là devrait avoir. Quand je dis image, c'est autant son statut, ses qualités que son apparence physique, etc. Puis je suis pas en train de dire que tu n'es pas supposé d'avoir de critères. On en a toutes, puis c'est normal, OK? Mais c'est juste que si cette personne-là que tu rencontres là, respecte tes critères parfaitement à la lettre là, de ton âme sœur, là, qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Tu vas être fucking attaché rapidement, sans connaître réellement la personne derrière. C'est pas mal ça le réflexe qu'on a, là. C'est comme cette personne-là est rare, elle respecte tout ça, elle est proche de sa famille, elle mesure 6 pieds plus, il est manuel, il fait de l'argent, marie-moi maintenant. Puis dans ce temps-là, on agit différemment. On n'a pas la même énergie, on n'a pas les mêmes réflexes, on est beaucoup plus attaché, puis ça transparaît. C'est correct que tu te dises « Oh my God, je tripe sur cette personne-là. Jusqu'à maintenant, elle montre plein de choses que j'aime. » C'est correct de sentir ça, mais il faut que tu sois capable de te détacher de ça, puis de voir la personne pour ce qu'elle est réellement, d'apprendre à connaître cette personne-là, puis d'écouter les signes, d'écouter ce qu'elle dit attentivement. Parce que ce que j'ai réalisé, c'est que je m'arrête beaucoup à ce que la personne peut être pour moi, puis à ce que j'apprécie de la personne, mais ça m'aveugle des choses super importantes que cette personne-là peut dire des fois, comment elle agit. Tu sais, c'est drôle, hein, parce que souvent, c'est quand ça fonctionne pas avec la personne que là, on se dit « Oh my God, je le savais, il m'avait dit ça au début. » Puis là, tout se met à cliquer. Là, on voit. Là, on n'a plus le voile là, de genre, ah, c'est la personne pour moi. Là, on fait comme, c'était pas pour moi, cette personne-là. Oh my God, je le savais, il m'a dit telle affaire, il a fait ça, j'aurais dû le voir venir. Puis là, on se tape un peu sa gueule là, parce qu'on se dit, wow, je me suis vraiment fait avoir, mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. Puis il savait, j'y avais dit ça, puis il l'a quand même fait, nanana. C'est correct. C'est une expérience de vie, OK? Il y a personne qui... Peut-être que cette personne-là n'a pas super bien agi, peut-être que toi, tu n'as pas écouté les signes. C'est correct. Tu vas avoir d'autres chances dans la vie de justement le faire. C'est pour ça qu'on est en train de s'en parler en ce moment, d'écouter ce que la personne te dit, puis d'oser poser des bonnes questions pour apprendre à connaître l'autre, puis vraiment partager ce que toi tu cherches pour t'éviter de tomber dans le panneau en disant « c'est la personne pour moi parce qu'elle respecte certains critères, fait qu'elle doit se sentir d'une certaine façon. » Puis ça, c'est une autre chose, comme de pas s'attendre à ce que l'autre personne se sente comme toi tu te sens. C'est pas parce que tu sens une connexion que cette personne-là la sent. Avez-vous eu cette conversation-là? Puis même si vous l'avez eu, est-ce que tu as laissé une couple de semaines passer pour apprendre à connaître cette personne-là puis savoir vraiment si ça t'intéresse? Combien de fois on pense qu'on a une connexion avec quelqu'un ou que c'est la bonne personne pour nous puis qu'après genre une semaine, c'est déjà fini. OK, restons dans le mindset que cette personne-là t'excite. OK, elle respecte beaucoup de critères, tu la trouves vraiment attirante, vous échangez des audios, c'est malade la connexion. OK, dans ta tête, là, c'est comme c'est là. Que ça fasse une couple de dates que tu vois cette personne-là, que tu l'aies jamais rencontrée puis que c'est juste des messages textes, peu importe, là, OK? T'es dans un mindset que cette personne-là, il y a quelque chose qui se passe, puis c'est correct, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ça arrive des gens qui se marient après un an, puis qu'ils ont des enfants rapidement, OK? Puis qu'ils ont vécu l'amour, un gros coup de foudre. Mais je veux quand même que tu te protèges là-dedans. Puis là, je suis pas en train de dire de devenir paranoïaque, puis de pas te rendre vulnérable, de jouer une game. Ça n'a pas rapport, OK? C'est juste prends ton temps. D'être assez patiente pour que cette personne-là vienne vers toi aussi. Que toi, là, tu as une vie le reste du temps. Parce que des fois, on l'oublie, hein? On répond tout de suite, on regarde notre cell plusieurs fois par jour juste pour voir si cette personne-là a répondu. C'est comme toute notre vie en dépendait, là. Puis ça, c'est un type d'attachement anxieux. Kind of, des fois. Je veux pas te donner de diagnostic, là, mais I know. Oui, c'est normal d'avoir des feelings pour quelqu'un, OK? Mais là, ça se peut que tu la connaisses pas beaucoup. Puis surtout dans les débuts, il faut que tu apprennes à te détacher en focusant sur autre chose, en focusant sur ta vie, en focusant sur tes amis, en sortant dehors, aller dans un road trip, peu importe, OK? Sors de l'environnement là, qui te rend un peu frénétique dans ta tête. Là. Puis s'il faut que tu médites 4 fois par jour, so be it. Puis c'est correct. On n'a pas tous besoin des mêmes choses. Puis en même temps, ça va t'apprendre à être là pour toi, à voir la vérité qu'il y a derrière ça, à revenir à ce qui est important, à ce qui est vrai, à toi. C'est super important de trouver une façon pour toi, peu importe c'est quoi. Peut-être que pour toi, c'est aller nager, peut-être que c'est aller chanter, peut-être que c'est de voir tes amis, mais encore là, tu sais, quelque chose qui te responsabilise là-dedans, toi. Comment tu peux être là pour toi, puis comment tu peux éviter de juste focusser là-dessus. Puis là, je vais parler spécifiquement aux femmes, mais je pense que ça va parler aux hommes d'une autre façon aussi, OK? Il y a une dynamique que je trouve qui est naturelle de l'homme qui aime chasser. En fait, c'est une dynamique qui est dans l'énergie masculine. Fait que ça se peut que toi, en tant que femme, tu aies une énergie masculine qui aime ça charmer, qui aime ça chasser.
mais grandes sont les chances que tu es dans cette énergie-là plus en termes de survie. Parce que si tu chasses pas, il y a une peur derrière que cette personne-là va pas rester, qu'elle ne choisira pas, qu'elle va t'abandonner. Puis ce qui est gagnant, je trouve, c'est de laisser l'autre nous chasser aussi. Puis c'est pas comme il y en a un qui chasse, l'autre pas. C'est mutuel, OK? Mais il faut que tu laisses de l'espace à l'autre, il faut que tu laisses du temps à l'autre, il faut que tu sois assez patiente pour voir comment cette personne-là réagit puis si elle revient vers toi. Parce que si tu es toujours en train de faire l'effort, comment veux-tu le savoir si cette personne-là est intéressée réellement? Comment veux-tu laisser la chance à l'autre de l'être, de faire un effort, puis de voir une valeur là-dedans? Parce que c'est en chassant, OK? C'est en faisant un effort dans la vie, peu importe l'effort qu'on fait, qu'on met de la valeur dans quelque chose, qu'on trouve quelque chose de plus important parce qu'on est investi dedans. Fait que laisse cette personne-là s'investir aussi en toi, te proposer une date, ou investir un peu, puis teste, vois ce que l'autre fait. Mais passe pas ton temps, comme je l'ai fait souvent, à toujours faire les premiers pas. Parce qu'à quelque part, c'est comme si la personne, elle se dit J'ai pas mérité ça. Il me semble que j'ai rien fait. ça devient comme boring. Il n'y a plus d'attirance, c'est comme... L'énergie masculine est dans le faire, dans l'accomplissement, dans le « je protège ». L'énergie féminine, elle, est dans le « je fais rien ». Je suis dans l'être. Je suis dans le senti. Je laisse les choses venir à moi avec douceur. Fait comment peux-tu nourrir cette énergie féminine-là? Parce que c'est important. Puis là, je suis là pour te rappeler, OK, que malgré ton excitation, malgré le fait que des fois, on est focusé sur une personne, ben quand ça marche pas, on se rend compte qu'il y en a un autre un jour ou l'autre, tu sais. Puis des fois, c'est dur, des fois, c'est long avant de trouver une autre personne ou on pense que c'est long, fait que là, on est découragé, ça nous tente plus de dater, on s'investit plus, on s'enlève des apps pendant un an, tu sais, puis on perd du temps. Du temps qui, des fois, est précieux quand on vieillit, puis on a des objectifs, peut-être d'avoir des enfants, ou peu importe ta vision. Ça serait dommage que tu te brûles à dater, puis tu te brûles à penser que cette personne-là était la seule, puis que ça t'empêche de voir plus. L'abondance, là, est partout. Puis je sais que c'est dur à croire, puis ça, encore là, c'est une question de croyance que peut-être tu es attaché au fait qu'elle n'existe pas pour toi, peu importe, puis je comprends. Mais l'abondance, elle existe. Puis je pense que si tu regardes en arrière dans ta vie, tu es comme, OK, j'ai genre eu des opportunités, tu sais, puis je connais pas ta vie, mais tu sais, moi, quand je regarde en arrière, même si j'ai cette croyance-là, des fois, je suis comme, dans le fond, là, il y a tout le temps une nouvelle personne qui va apparaître dans ma vie, soit à un moment que je m'attends pas, soit juste en swipant parce que j'ai une énergie différente par rapport à ça, puis je suis comme, je m'en calais, je fais juste swiper, puis un match. T'es à 2 semaines près peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre puis d'être en couple. Tu le sais pas. Ça arrive du jour au lendemain, puis on est comme, wow, je peux pas croire qu'il y a un mois, j'étais célibataire, j'avais aucune idée que cette personne-là existait, puis là, c'est rendu la personne la plus importante dans ma vie en ce moment. Bon, c'est un peu intense, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Fait que c'est comme un équilibre. Ça existe, l'abondance existe, puis est-ce que je suis capable de prendre mon temps là-dedans? Parce que sinon, je vais tellement dater que ça va me brûler, puis ça va renforcer la croyance que ça n'existe pas vraiment. Puis une affaire par rapport à ça, c'est que si tu dates constamment, puis tu deviens comme désensibilisé du dating, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va falloir que tu aies des sensations fortes pour te sentir attaché. Les montagnes russes que cette personne-là va te faire vivre au début, l'excitement, tout ça, ça peut aussi aller en descendant. Si on focus sur le fait que cette personne-là nous excite au début puis nous fait vivre des affaires fortes, on focus sur le charisme puis ce qu'elle a de différent puis qu'elle sort du lot, on risque de vivre le lot. Pas juste ça, mais ces personnes-là, puis là, je vais généraliser. Oui, c'est souvent des personnes qui ont tendance à manipuler. Volontairement ou pas, ils ont appris comment charmer pour avoir ce qu'ils veulent, soit de l'attention, soit du sexe, soit de l'amour, de l'affection. Souvent, si cette personne-là est beaucoup intense au début, que toi, tu t'attaches à ça, que c'est du gros love bombing, puis toi, t'es comme, hey, t'es intéressée, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ci. Une semaine après, elle disparaît, puis t'es comme, what the fuck? Ben, c'est ça. C'est ça qu'il faut éviter. C'est d'éviter de trop s'investir, de trop mettre dans la tête que, Oh mon Dieu, genre, elle fait ci, elle fait ça. de rester conscient des faits. Genre, je connais pas cette personne-là. C'est un fait. Tu sais, souvent, c'est ça. On la connaît pas dans 2 ans, dans 6 ans. Elle m'a aussi dit ça. Ça serait important que je l'écoute par rapport à ça. Ah, je sais pas c'est quoi son intention. On n'en a jamais parlé. Elle est juste vraiment intense, puis elle a l'air de me trouver hot, puis j'ai aucune idée. Puis une autre affaire qu'il faut éviter, là, c'est de se fier aux signes. Puis je sais que, personnellement, en tant que personne spirituelle, connectée à l'énergie, à l'univers, nanana,
j'ai tendance à avoir des signes. OK? Si je vois 555 sur mon four une couple de fois, là, ça se peut que je me mette à penser que les anges sont de mon côté. Puis tu sais, c'est correct. Mais c'est pas parce que tu as la même date de naissance que cette personne-là, puis que son nom, c'est le nom de ton grand-père, qu'il était marié, super inspirant, puis que tu voudrais donc bien avoir quelqu'un comme ça dans ta vie, que cet homme-là, c'est un homme pour toi. Fait que ça fait partie de l'image qu'on s'imagine d'une personne, puis qu'on On se dit, oh mon Dieu, genre, il y a tous ces signes-là, il était là à tel moment, moi aussi j'étais là, quelles sont les chances? Oh my God, c'est sûr que c'est le bon. les signes, c'est pas des faits. C'est l'idée que tu valides à travers des signes. C'est ce que tu veux voir que tu vois à travers des signes. Une autre chose qu'il faut se détacher, c'est nos patterns, nos blessures, notre amour qui est familier. OK? Puis là, j'ai tout résumé ça dans la même grosse boule de marbre. On a tous une façon de réagir par rapport à l'amour qu'on a reçu, par rapport aux expériences qu'on a du passé. Puis on va avoir tendance à être attiré envers certaines personnes pour certaines raisons. Puis c'est d'arriver à en prendre conscience. Comme en ce moment, je suis attirée envers ça. En ce moment, je joue ce rôle-là dans la vie de cette personne-là, où j'essaie, où je veux jouer ce rôle-là, je veux avoir ce rôle-là. En ce moment, je veux être choisie parce que je ne l'ai jamais été jeune. En ce moment, je joue le rôle du sauveur parce que j'aime ça aider les gens, ça me fait sentir validée. Ça fait en sorte que si je sauve cette personne-là, elle va avoir besoin de moi. En ce moment, je suis avec quelqu'un qui ne m'attire pas physiquement, qui me parle pas super bien, mais ça me rappelle la situation familiale que j'ai vécue puis qui me rend confortable quand même. C'est sécurisant d'un sens, même si c'est fucking inconfortable. C'est vraiment pas ça qui est bon pour moi. Si tu le sais, je pense que c'est important de soit le partager, mais aussi de savoir te détacher quand tu le sais que c'est vraiment pas bon pour toi. Parce que même quand tu le partages, si c'est à une personne qui a l'intention de te manipuler ou qui te traite déjà pas bien, cette personne-là risque de te convaincre que tout est beau, puis de te gaslighter. Si t'es pas sûr de ton propre jugement, je t'invite à demander à des amis, puis d'écouter tes amis. Si les personnes qui t'aiment te disent un message constant par rapport à une personne que tu dates, pourquoi tu les écoutes pas? Ces personnes-là te connaissent réellement, puis je comprends qu'ils sont pas dans ta situation, puis tu penses que toi, tu la vis différemment, puis que tu n'as pas la même lumière qu'eux autres, mais au final, là, c'est un gros red flag. Là. Je parle pas juste d'une personne, mettons tes parents qui ont un jugement limité. Tu sais, combien de fois, toi, là, tu as peut-être dit à quelqu'un, cette personne-là, blablabla, tu l'as conseillé, tu étais là pour elle, mais qu'elle restait avec cette personne-là, puis que tu savais que c'était vraiment pas bon pour elle, puis qu'elle l'écoutait pas. Ben, c'est comme ça qu'il faut faire à l'inverse avec nous-mêmes. Un des meilleurs trucs que je peux te donner, c'est prendre l'espace de cette situation-là. Prends un break de cette personne-là. Vois comment tu te sens quand cette personne-là n'est pas là. C'est quoi tes vraies émotions? Des fois, on vit des situations que les autres sont comme « Pourquoi tu vis ça? Ça n'a pas de sens. » Mais nous, on reste là-dedans parce qu'on est tellement là-dedans, puis on a tellement peur de quitter ça, puis on est tellement trop dedans qu'on n'arrive plus à voir clair. Fait que prends tes distances d'une façon ou d'une autre. Si tu n'as pas des gens de confiance autour de toi ou que tu recherches un autre avis, ben, va voir un thérapeute, comme consulte pour avoir une vision d'ensemble d'une personne externe qui n'est pas impliquée là-dedans, qui n'a rien à gagner de dire la vérité. Qu'est-ce que ça te fait vivre de savoir qu'une personne va se détacher? Qu'est-ce que ça te fait vivre en dedans? Puis si tu écoutes cette vidéo-là encore en ce moment, c'est probablement parce que ça te fait vivre un inconfort puis que tu veux pas que la personne se détache, surtout quand tu tripes dessus. Si tu es évitant, ça se peut que tu cherches ça, que tu sois comme tant mieux, ça s'en va, ça va m'éviter de m'investir. Il n'y a pas de mauvaise réponse ici, OK? Mais c'est intéressant de se poser la question, genre, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un risque de s'en aller? C'est quoi mon réflexe? Puis la clé dans l'investissement puis dans la connexion humaine que tu peux avoir avec les autres, une autre personne ou celle-là, c'est dans cette réponse-là. C'est qu'est-ce qui fait que j'ai soit peur que la personne s'en aille ou que j'ai peur de m'investir? Qu'est-ce qui fait que je m'attache, mais je me détache? Et là, si tu vis un type d'attachement avec soit une personne en particulier, soit tous les gens que tu rencontres, tu as le même genre de feeling qui revient, d'avoir peur que cette personne-là s'en aille, même quand tu la connais pas ou quand tu la connais, peu importe, OK? Si tu as ça en dedans de toi, juste que tu saches que c'est correct. C'est correct, tu as le droit de vivre ça. Puis tu peux apprendre à naviguer ça, puis à le transcender, puis à le réguler, puis à être mieux dans ces situations-là. Puis c'est à force d'être dans ces situations-là que tu peux te pratiquer à améliorer ça. Parce que si tu évites ça, si tu évites de te rendre vulnérable, si tu évites d'être en relation, si tu évites de t'investir avec l'autre, puis de risquer d'être blessé, tu ne pourras jamais guérir ça, dans le fond, tu sais.
Tu vas toujours l'éviter, tu vas toujours être mieux sans la connexion humaine. Mais c'est quoi que tu veux? Tu veux-tu connecter avec l'autre? Tu veux-tu être en relation avec l'autre? Tu veux-tu une relation qui va t'élever, qui va t'inspirer, qui va te nourrir, qui va te faire t'aimer encore plus, aimer la vie, puis qui va te faire découvrir autre chose finalement? Ou tu veux juste continuer à vivre ta vie comme elle est là, sans tout ça? Il n'y a pas de mauvaise réponse, OK? Mais là où je m'en allais avec ça, c'est que c'est normal, puis tout le monde vit du rejet, de l'abandon, puis des émotions par rapport à ça. Si tu vis pas d'émotions par rapport au rejet ou à l'abandon, t'es probablement un sociopathe, là. Tu sais, c'est comme juste où t'es complètement désillusionné de l'amour. Il y a quelque chose qui me vient qui est un peu absurde et drôle dans ma tête, puis c'est que si on n'accepte pas que quelqu'un se détache, c'est comme penser que tout le monde devrait s'attacher, d'un sens. Tout le monde devrait s'attacher à nous parce qu'on est attaché à eux. Puis c'est une logique qui fait aucun sens. En fait, c'est aucunement logique. C'est pas parce que toi, tu t'attaches à quelqu'un que cette personne-là doit s'attacher à toi. Puis je sais que ça fait du sens rationnellement, mais t'es Comme Chris, tu peux pas me contrôler, c'est ça que je sens. mais comme vraiment, là, tu sais, c'est un peu prétentieux, inconsciemment, de penser qu'une personne devrait s'attacher à nous parce que nous, on est attaché à elle. Parce que c'est ça. Dans le fond, c'est comme, si moi, je te choisis, tu me choisis. Fait que c'est comme si on cherchait à se faire valider par l'autre parce que nous, on l'a validé. Tu sais, c'est mon tour, là. Faut que tu me choisisses aussi, là. C'est juste normal, dans le fond, là, parce que moi, je tripe sur toi, on a une connexion, fait comme c'est, tu sais, je veux que ça soit réciproque. Cette recherche de valeur-là en l'autre devient plus importante que notre valeur en nous-mêmes. Fait comment tu peux te donner plus de valeur en ce moment? Parce que t'en as en estime de la valeur, là. C'est juste que là, t'es en train de l'oublier à travers l'autre, là. Fait comment tu peux ramener ça vers toi, vers ta vie, puis reconnaître tout ce que t'es, reconnaître ta beauté, reconnaître la chance que cette personne-là a aussi. Fait que sur ce, je pense que ça fait le tour de ma vidéo aujourd'hui. Il y a sûrement plein de façons de se détacher, autres que celles que j'ai mentionnées. Mais ce que je t'invite à faire, c'est de réécouter cette vidéo-là, puis de vraiment te poser les questions et les écrire. Vraiment de mettre ça sur papier. C'est pas de t'étiqueter, mais juste comme de te poser les bonnes questions, puis comment tu peux agir différemment dans ce que j'ai nommé. Qu'est-ce qui, pour toi, est un problème, là, ou que tu vois que c'est ça qui revient, là, qu'il y a un pattern, qu'il y a quelque chose que tu continues d'attirer ou tu continues d'agir d'une certaine façon qui peut être vraiment tellement subtil parce que ça peut faire des années, voire même toute ta vie que tu agis comme ça, fait que tu trouves juste ça normal. Ce qu'on a adressé aujourd'hui, là, c'est juste une infime partie de ce qui t'habite, puis comment explorer ça, comment t'en libérer, comment vivre autre chose, OK? Fait que si ça te parle, sache que j'ai des programmes qui sont soit sortis ou s'en viennent, tout dépendant à quel moment tu regardes ça puis à quel moment je publie cette vidéo-là. Je vais mettre les liens dans la description. Si c'est pas encore sorti sur mon site web, inscris-toi à l'infolette parce que ça va s'en venir. Sur ce, ça fait vraiment longtemps que je parle aujourd'hui. Je pense que c'est ma 4e vidéo. Je suis en train de perdre la voix. Il faut vraiment que j'arrête de parler. Namaste, guys.